Super, bonjour à toutes et toutes et bienvenue à cette conférence sur le leadership féminin et l'éducation comme deux éléments clés au cœur de la réponse humanitaire. Mon prénom est Justine et je suis la directrice du DECLH et des PLC, donc le DECLH pour diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire et PLC pour programme de leadership en situation de crise. Donc c'est une recherche qui a été menée par le CIHL en collaboration avec Action contre la faim, avec ACF, et grâce au soutien financier du Bureau d'aide humanitaire de l'USAID. Cette étude a été dirigée par la professeure Kay Wilkinson et coécrite par la docteure Philippe Downing, et j'ai eu la chance de pouvoir en faire partie. Elle avait pour objectif de mieux comprendre les dynamiques de genre et de leadership dans cette région, donc en Afrique de l'Ouest et centrale. Les conclusions de cette étude et les éléments que je vais vous partager aujourd'hui vont en fait vous servir de base de discussion aujourd'hui, et c'est sur cette base que la conférence a été pensée. Le leadership féminin a deux valeurs importantes. Une première valeur qui est intrinsèque, tout simplement parce que l'égalité des genres est un droit fondamental, mais aussi une valeur qui est instrumentale. À ce sujet, de nombreuses études dans le milieu montrent que les femmes leaders jouent un rôle déterminant, notamment en engageant les communautés les plus marginalisées, comme les enfants et les femmes, qui sont souvent les plus touchées en période de crise. Cette étude, elle visait donc à comprendre pourquoi le déséquilibre persiste et à proposer des stratégies concrètes pour pouvoir y remédier. L'ambition étant bien évidemment de rééquilibrer les ratios hommes-femmes et d'accroître la représentation des femmes au sein du DECLH, mais aussi et surtout plus largement dans le secteur humanitaire. Ensuite, il y a tout un tas de recommandations qui ont été faites directement aux prestataires de formation. Et en l'occurrence, le CIHL est un prestataire de formation, et c'est donc des choses qu'on a pu appliquer chez nous dès la cohorte 7 qui est en cours aujourd'hui. Les deux grandes questions que nous vous proposons de discuter dès maintenant et ces prochaines 48 heures, ce sont les suivantes. C'est quels sont ces obstacles et qu'est-ce qu'on décide de faire, nous, collectivement, ensemble, pour pouvoir surmonter ces obstacles? Donc, les questions posées par Justine, s'il y a des réponses, notamment par rapport aux obstacles qui n'ont pas été abordés dans l'étude, s'il y a des interventions pertinentes qui ont été éprouvées, nous devons pouvoir les capturer sur ces post-it et nous allons passer les récupérer. Concernant ma carrière, j'ai commencé à travailler à l'âge de 24 ans ou 25 ans, juste après mes études. Je suis spécialisée en santé publique et j'ai eu la chance de travailler dans de grandes organisations internationales. Et j'ai parcouru pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre que je maîtrise parfaitement dans le domaine de la santé et de la nutrition. Et j'ai très tôt, mon premier poste a été un poste de responsabilité. Dès que je suis arrivée, on m'a confié un poste où je devais manager des hommes et des femmes beaucoup plus âgés que moi, avec une grande expérience aussi dans le domaine où j'étais. Et il me fallait faire aussi force et preuve de beaucoup de leadership pour vraiment atteindre les objectifs escomptés. Et tout au long aussi de mon cheminement professionnel, je me suis dit, soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela. Dès que je me réveille et jusqu'au moment où je m'endors, c'est ça, mon mindset. J'apprends de tout le monde autour de moi. Toutes les personnes qui me côtoient m'inspirent. Je suis comme une éponge. Les personnes m'inspirent. Donc la construction de mon leadership, le premier obstacle que j'ai eu, c'était ce problème de confiance en moi. Et cette formation que j'ai eu à faire avec le CHL m'a permis de prendre conscience de ce problème, de ces difficultés, et d'en faire une force, de transformer cette faiblesse en force. Et moi, personnellement, je suis à Kiwa, à Médisodi. Je suis présentement directrice de projet d'engagement des jeunes et femmes pour la cohésion sociale dans la région des Savanes, au nord du Togo. Et pour la petite histoire, le poste que j'occupe actuellement, je devais prendre fonction le premier jour, j'arrive pour les présentations et il y a une collègue qui dit à la responsable de ressources humaines, mais dites-moi, c'est cette petite-là que vous avez recrutée pour ce gros projet, est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir, déjà qu'elle est petite? Donc, l'élément
de forme, de taille et d'âge qui vient s'ajouter à la question de genre parce que tu es femme. Et il y a également l'aspect de la jeunesse qui s'ajoute et on se demande est-ce que cette personne est capable de faire ce que les hommes font ou ce que les personnes âgées font. Et finalement, c'est un grand défi pour toi de pouvoir prouver à toi-même que tu es capable de faire ce que les autres ne pensent pas que tu puisses faire. Et là, le directeur, il m'a dit, non, vas-y, on va te soutenir. Et ça, c'est un élément sur lequel je le partage souvent et je félicite l'organisation pour avoir mis à ma disposition ce véhicule pour pouvoir faire le travail parce qu'à un moment donné, ils ont eu confiance en moi et ils savaient que je pouvais donner quelque chose sur le terrain. Pour moi, c'est une personne masculine, paix aussi à son âme, c'est Kofi Annan. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est par rapport à son parcours en fait. Il a fait tout le cheminement dans le système humanitaire au niveau des Nations Unies. Donc je me disais, waouh, une personne qui a commencé, on peut dire pas vraiment au bas de l'échelle, mais quand même il a fait presque son parcours à partir du bas, arrivé au plus haut sommet, pour moi ça a été une source d'inspiration. Très vite je me suis dit, dans ce système, je ne vais pas rester comme ça, je me suis dit, si les formations ne vont pas vers moi, je vais aller vers les formations. Et j'ai commencé, on peut dire, mon auto-formation. Et je crois que ça a été quelque chose de vraiment essentiel, de commencer à se former. Et c'est là où je trouve aussi important, quand on parle de l'autonomisation des femmes, on peut aussi l'ajuster au leadership féminin. J'aime bien le cadre programmatique de Kerr, où il dit, il y a la dimension individuelle, l'individu qui a ses rêves, ses aspirations, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit être accompagnée. Ça peut être l'entourage, et je crois que pour moi, à cette époque, l'entourage a été d'un grand soutien. Le sexisme, les stéréotypes, les biais de genre sont là, mais il faut avancer. Et c'est là où on trouve que l'appui des uns et des autres est combien important. Et c'est par là que ça commence. Mais en le disant déjà, on cultive dans l'esprit des femmes que l'homme est déjà supérieur, d'une manière ou d'une autre. Et là déjà, nous devons construire. Nous devons déconstruire ce complexe. Et ça commence par là. Comment les femmes peuvent faire preuve d'audace si l'environnement ne leur est pas favorable? Je pense que nous ne pouvons pas parler du leadership féminin sans prendre en compte le fait que nous vivons dans un monde essentiellement patriarcal. Les femmes sont systématiquement défavorisées par rapport aux hommes. Les femmes sont systématiquement dévalorisées par rapport aux hommes. Que les milieux, la définition du travail, la définition de succès, les conditions de travail ne sont pas favorables à ce qu'une personne qui est mère, épouse, etc. puisse atteindre les niveaux d'excellence, ce qu'on entend comme excellence dans le monde. Merci. On clap à nos panélistes.